Bienvenue au 6e numéro de votre émission En Aparté. En Aparté reçoit aujourd'hui le ministre Youssou Touré, le secrétaire d'État chargé de l'alphabétisation. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Voilà, l'actualité est dominée par la crise scolaire. Donc, lors du conseil présidentiel sur le pacte de stabilité qui s'est tenu avant-hier au Palais, le président de la République s'en est pris aux enseignants, estimant que 1% de la population ne saurait s'approprier, n'est-ce pas, de la majorité du budget gouvernemental. Vous, en tant qu'enseignant, partagez-vous le point de vue du chef de l'État? Bon, vous savez, cette crise-là dans le système éducatif est tout à fait artificielle. Elle ne repose sur aucun fondement. Je crois que le mouvement syndical enseignant a connu ses heures de gloire. Qu'on en arrive à avoir une cinquantaine de syndicats d'enseignants, cela veut dire que rien n'est plus sérieux dans la revendication. Donc, on fait dans l'agitation, dans la propagande. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de responsables syndicaux vivent de la crise scolaire. Nous avons pas mal d'informations par rapport à leur pratique, par rapport à leur fréquentation. Donc, de ce point de vue, je crois que les Sénégalais le découvriront un jour. Une revendication est une revendication parce que quand on crée une organisation syndicale, c'est pour revendiquer. C'est pour faire en sorte que les conditions d'existence et les conditions de travail des enseignants soient améliorées de façon continue, de façon permanente. Mais est-ce que vous trouvez sérieux qu'un petit pays comme le Sénégal, que ce pays-là, qu'il y ait plus de 50 organisations syndicales d'enseignants, des fois des syndicats d'enseignants qui n'ont même pas 10 militants, de petits syndicats qui sont comme Youssou Touré, qui sont comme le syndicat de Youssou Touré, et qui montent à chaque fois au créneau avec la floraison de médias au Sénégal. On s'en réjouit, bien sûr, on s'en félicite, c'est pour l'approfondissement de la démocratie. Quand vous demandez une indemnité de logement de 400 000 francs, de 300 000 francs, de 200 000 francs, vous croyez que cela est réaliste? Oui, mais eux, ils estiment qu'en fait, les autres corps ne sont pas plus méritants qu'eux. Non, ce n'est pas un problème de mérite. Personne n'est plus méritant que personne. Excusez-moi de la répétition. Même le cultivateur de Keur Madiabel, de Touba Niane, de Ngaye Mékhé mérite une vie meilleure que celle à laquelle il est confronté. Donc, de ce point de vue, je crois que il ne faudrait pas quand même faire dans la confusion et dans l'amalgame. C'est-à-dire que c'est devenu trop facile. Mais n'importe quel Sénégalais mérite un niveau de vie assez décent. Mais il se trouve que la société ne fonctionne pas comme cela. Il y a des privilégiés, il y a des voies par lesquelles peut-être il faut passer pour prétendre à un certain niveau de vie. Mais cela n'autorise pas quand même ce désordre-là. Parce que vous savez, je vous le dis, moi j'ai fait 35 ans dans l'enseignement. Je connais le mouvement syndical enseignant, même si je ne représente rien du tout, même si je ne suis même pas un intellectuel, je ne représente rien. Mais quand même, il faut qu'on ose dire, qu'on n'ose pas dire, mais qu'on lise la réalité. Vous savez, beaucoup de responsables syndicaux qui s'agitent le font parce que tout simplement, ils y trouvent des intérêts. Des intérêts matériels, des intérêts alimentaires, des intérêts pécuniaires. Nous avons beaucoup d'informations par rapport à cela. Vous croyez que dans un pays comme le Sénégal, ce pays peut se permettre d'entretenir 50 organisations syndicales d'enseignants? La revendication est toujours juste. On a même le droit de demander le ciel. Mais quand même, il faut tenir compte de certains paramètres qui sont essentiels. Un État ne peut pas tout faire. S'il y a un groupe de 50 personnes, de 100 personnes, à qui on octroie un certain taux d'indemnité de logement, cela ne veut pas dire qu'on peut étendre ça à d'autres corps de l'État. Nous, enseignants, c'est vrai que nous méritons beaucoup. Un enseignant a beaucoup de mérite. Mais le nombre aussi ne plaide pas à notre faveur. Parce que le budget a ses limites objectives. Oui, vous avez évoqué tantôt, n'est-ce pas, donc la floraison un peu des syndicats. Vous avez été responsable syndical là. Qu'est-ce que vous préconisez? Des élections de représentativité. Aujourd'hui, ce qu'on a en face de nous, c'est de la farce de mauvais goût. Et c'est l'État qui n'a pas fait ce qu'il devrait faire. Mais des élections de représentativité au sortir desquelles, il n'y aurait que 3 syndicats en face du gouvernement. Mais c'est normal, vous savez, 3 personnes peuvent créer un syndicat. Mais pour que ce syndicat-là puisse être admis dans une salle de négociation, il faut que le syndicat aille dans les écoles, recruter, avoir une certaine représentativité pour prétendre parler
au nom des enseignants. On parle d'intersyndical, de petits cadres, de grands cadres. Dans quelques jours, dans quelques semaines, on parlera de cadres divins. Grand cadre, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie le grand cadre? Tout le monde s'y retrouve. Mais monsieur le ministre, par le passé, vous avez eu à mener des combats syndicaux. Hein? Aujourd'hui, apparemment, vous semblez jeter l'opprobre sur vos collègues. Qu'est-ce qu'il explique? Je ne jette pas l'opprobre sur mes collègues. Vous savez, j'ai été syndicaliste. Mais on parle de Youssou Touré. Qu'est-ce que Youssou Touré a fait dans le mouvement syndical? Bon, les enseignants de l'élémentaire. D'ailleurs, je regrette d'avoir été instituteur, hein, franchement. Ah bon? Non, je le regrette. Si c'était à refaire, j'aurais préféré être un bûcheron que d'être un instituteur. Parce que l'instituteur a un niveau d'intervention très bas. Vous savez, j'ai honte même de ma fonction. Ah bon? Oui, si c'était à refaire, je ne serais pas instituteur. Je préférerais être docker que d'être instituteur. Ah bon? Voilà, non, c'est la réalité. Mais vous... Est-ce que ce n'est pas actuellement les instituteurs qui ont traversé le métier parce que bon, écoutez, vraiment... Mamadou Dia, instituteur, c'est quoi? Les instituteurs, à l'époque, c'était de grands intellectuels. Les instituteurs, c'était de grands cadres. C'était des gens valables, qui avaient un niveau de conscience, un niveau intellectuel très élevé. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de comparaison entre les instituteurs d'hier et les instituteurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est la danse du ventre. C'est de l'opportunisme syndical, de l'opportunisme alimentaire. C'est ça aussi la réalité. Il faut oser. C'est vrai que j'ai été très actif dans le mouvement syndical enseignant. Je ne pouvais pas revendiquer un grand nombre d'adhérents. Je ne pouvais pas le revendiquer. Mais quand même, il y a certes la représentativité, mais il y a aussi la qualité de la représentation. Youssou Touré, on l'a entendu, parce qu'à un certain moment donné, le pouvoir du président Wade avait fait dans la discrimination, en octroyant aux professeurs une indemnité de recherche. Nous, instituteurs, nous avons été laissés en rade. C'est ce qui justifiait mon combat, mon jusqu'au boutisme. Parce qu'à l'époque, si on parle de recherche, c'est l'université qui fait de la recherche. Ce n'est pas le moyen secondaire, l'élémentaire. Bon, encore que la recherche, on peut la justifier au niveau de l'élémentaire comme au niveau du moyen secondaire. Parce que la recherche, c'est tout simplement la documentation. Un enseignant, avant de dispenser le lendemain de son enseignement, doit préparer des fiches, doit s'approprier le contenu de la leçon avant de dispenser cette leçon-là, ce cours-là. Donc, de ce point de vue, je crois qu'on leur avait accordé une indemnité de recherche et on nous l'avait refusé, nous, instituteurs. Alors que nous faisons le même travail que les professeurs. Voilà. Monsieur le ministre, l'autre débat, c'est par rapport un peu à la transhumance que le chef de l'État a soulevé lors de son face-à-face avec la presse à Fatick. Donc, apparemment, il semble faire l'apologie de la transhumance en estimant que chacun a le droit de militer là où il veut. Mais vous journalistes, vous avez donné la leçon par l'exemple. Si on parle de transhumance, de transhumance, vous journalistes, vous êtes des experts en transhumance, c'est-à-dire que le terme ne s'y est pas. La transhumance s'applique aux animaux. Il faut qu'on civilise notre discours. Mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Qu'est-ce que cela veut dire transhumance? On parle plutôt de mobilité politique. C'est une réalité, il y a la mobilité politique. Moi-même, je n'étais pas dans la paire. J'ai fait la LDMPT. J'ai fait à l'époque, quand j'étais jeune, le PAI, donc il faut me traiter de transhumant. Mais monsieur le ministre, ce dont les gens parlent, c'est que quelqu'un soit dans un parti et vraiment attaquer quelqu'un et que la situation tourne et que ce dernier renie son passé. Bon, je ne veux pas citer le nom. Oui, mais écoutez, un parti politique est ouvert à tous les Sénégalais, à tous ceux qui veulent adhérer à ce parti politique. Vous dites à quelqu'un, non, vous n'adhérez pas, on refuse votre adhésion, mais vous violez la loi. Parce que le parti politique, il est public. Mais et l'éthique dans tout ça? Non, mais je dis, écoutez, l'éthique, il ne faudrait pas qu'on essaie de donner des leçons aux uns et aux autres. L'éthique, c'est individuel. Dans tous les cas, j'estime que quelqu'un qui était dans un parti, s'il estime qu'il peut aller dans un autre parti, qu'il soit au pouvoir ou non, pour apporter son expérience et son expérience. Mais vous croyez qu'on n'a pas besoin du PDS, nous? Vous croyez qu'on n'a pas besoin? Mais l'APR, le pouvoir, le président, nous avons besoin du PDS, nous avons besoin de Réumi. Si les cadres du Réumi adhéraient à l'APR, mais nous allions applaudir parce qu'ils apportent leur expérience et leur expertise. On aurait préféré d'ailleurs, des retrouvailles de la famille libérale. Nous, le PDS Réumi, nous tous, que l'on soit ensemble, parce que ce pays,
C'est à nous tous de le construire. Ce n'est pas à l'APR seulement de prendre en charge les destinées de ce pays. Nous avons besoin de l'expérience, de l'expertise de l'ensemble des Sénégalais. Maintenant, l'appartenance politique n'est pas fondamentale. L'essentiel, c'est d'être patriote. L'essentiel, c'est d'aimer son pays. L'essentiel, c'est d'apporter son expérience, son expertise, son savoir-faire pour la construction de ce pays-là. Le Parti socialiste a critiqué un peu la sortie du chef de l'État. Hein? Mais je respecte leur point de vue. C'est tout à fait normal. C'est ça qui fait vivre la démocratie. Ousmane Tanor Dieng, contrairement à ce que l'on croit, est un allié honnête, loyal. Nous, en ce qui nous concerne, nous estimons jusqu'au moment où nous parlons le PS comme étant un allié honnête, un allié loyal. Ce n'est pas le point de vue de tout le monde. Non, mais on est en démocratie. L'unanimité n'est pas de ce monde. Même quand on mourra, il y aura qui iront en enfer et d'autres qui iront au paradis. Donc l'unanimité. Mais nous estimons, en tout cas, en ce qui nous concerne, en tout cas moi en ce qui me concerne, que le Parti socialiste est un parti loyal, que Ousmane Tanor Dieng véritablement fait preuve de retenue, fait preuve de dépassement, que c'est quelqu'un qui mérite d'être encouragé. Maintenant, qu'il y ait des critiques, même à l'intérieur du parti, il y a des critiques. C'est la contradiction qui fait avancer les choses. On ne voudrait pas que nos alliés restent les bras croisés et à chaque fois disent « Oui, vive monsieur le président, oui, vive la paix ». Ça ne sert à rien du tout. Monsieur le ministre, comment vous comprenez le fait que le Parti socialiste veuille présenter un candidat à la prochaine présidentielle et qu'en même temps il soit dans le gouvernement? Mais c'est normal. Où est le problème? Ils sont avec nous pour prendre en charge l'œuvre de construction nationale. Ils sont avec nous. Nous travaillons ensemble. Mais un parti, on l'a créé pour exercer un pouvoir, pour aller à la quête des suffrages des Sénégalais. Donc, de ce point de vue, le Parti socialiste ne s'est pas encore défini par rapport à cette question. Le Parti socialiste est dans son rôle. Le camarade président Ousmane Tanor Dieng est loyal. Nous n'avons rien à reprocher au Parti socialiste. Ils sont nos alliés et ils demeurent nos alliés. Et Khalifa Sall, quand même, sa candidature ne fait-il pas peur? Mais, avant Khalifa Sall, mais il y avait d'autres candidats. Il y a eu combien de candidats en 2012? Mais une vingtaine de candidats. Et c'était de grands cadres, de grands intellectuels, de grands hommes. Le président Macky Sall a affronté tous ces candidats. Donc, vous savez, ce n'est pas la pluralité des candidatures qui nous pose problème. Comme le disait Abdou Diouf à l'époque, vraiment, si Khalifa Sall est candidat, si Massamba est candidat, Mademba, on ne fera qu'applaudir. Nous n'avons pas de fixation par rapport aux candidatures. Nous n'avons pas de fixation. Nous, notre stratégie, c'est notre bilan. Faire en sorte que les Sénégalais véritablement soient satisfaits du travail que nous sommes en train d'effectuer. C'est ça l'essentiel. Maintenant qu'il y a Khalifa Sall, Massamba, Mademba, ils sont libres en 2017 ou en 2019 de présenter leur candidature. L'avant-dernière question, monsieur le ministre, c'est par rapport au mandat du chef de l'État, hein, donc, qui a été agité récemment. Êtes-vous pour ou contre la réduction du chef de l'État, la réduction de son mandat? C'est trop facile la question. Elle est à la limite simpliste. Pour ou contre? Ça n'a pas de sens. Le président de la République avait pris l'engagement de réduire son mandat, de ramener son mandat de 7 à 5 ans. Il est en train de respecter sa parole et il respectera sa parole, il respectera son engagement. Maintenant, il ne faudrait pas véritablement qu'on verse dans la facilité, dans le simplisme. La parole du président de la République n'est pas au-dessus de la Constitution. Alors là, on regrette, mais c'est comme ça qu'un pays fonctionne. Nous avons notre loi fondamentale. Il a décidé de réduire son mandat. Nous sommes d'accord de ramener ça de 7 à 5 ans. Mais encore faudrait-il que cette volonté soit conforme à notre loi, au texte de notre loi fondamentale, la Constitution. Il n'ignorait pas que lorsqu'il faisait... Non, écoutez, c'est un vœu. C'est un vœu. Même si mais le président Macky Sall n'est pas un juriste. Des fois, on fait des déclarations de façon spontanée, mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des prophètes ni des saints. Il en a émis le vœu et il se dit que c'est possible. Peut-être que c'est possible, peut-être que ce n'est pas possible, mais attendons que les juristes, le Conseil constitutionnel, qu'ils se prononcent. Parce que véritablement, chacun fait son travail. Le journaliste fait son travail, l'enseignant va à l'école, maîtrise la progression dans ses enseignements, etc. Laissons les choses se dérouler de la façon la plus normale. Ce que nous en savons,
le président Macky Sall n'est pas un pouvoiriste. Il n'est pas un pouvoiriste. Il n'a aucune fixation sur le pouvoir. Mais maintenant, qu'on ne pousse pas aussi le président Macky Sall à violer la Constitution. Nous nous sommes battus contre le président Wade et ses partisans pour que la Constitution ne soit pas violée. Contre la violation de la Constitution pour un troisième mandat. Quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé, nous étions à la place de l'Obélisque. C'est quand le Conseil a donné son verdict pour dire que non, il peut se présenter en 2012. Le président Macky Sall et nous-mêmes, nous avons quitté la place de l'Obélisque. Et nous sommes allés à la rencontre des Sénégalaises et des Sénégalais. Nous n'avons pas mis le pays en péril. Nous n'avons pas mis le pays en péril. Nous estimions à l'époque que le verdict du Conseil constitutionnel n'était pas conforme aux aspirations des Sénégalaises et des Sénégalais. Mais un pays, on le protège. Il y a des fondamentaux, il y a des fondements juridiques qu'il faut préserver. Et que les autres étaient restés. Le président Macky Sall a eu raison sur eux. Les autres étaient restés à Dakar en train de faire de l'agitation, de la propagande, des marches inutiles. Mais le président Macky Sall nous a dit, écoutez, il faut qu'on respecte les juges de notre pays. Ce qui est au-dessus de nous tous, c'est la Constitution. Étant donné que le Conseil constitutionnel a donné un verdict qui ne nous est pas favorable, soumettons-nous à ce verdict et allons à la rencontre des Sénégalaises et des Sénégalais. Ok, donc récemment, la presse a fait état donc, de l'acquisition d'une maison, voilà, d'une maison que vous aurez acquise, d'une valeur de 80-100 millions. Qu'en est-il réellement? Bon, j'aurais préféré, parce que j'ai le document ici, c'est vous qui avez la chance et l'opportunité de m'avoir posé cette question. Vous savez, dans ce pays, on verse dans le mensonge, dans la délation. Et c'est du pur mercenariat. Un journaliste, avant de sortir une information, le minimum, moi je ne suis pas journaliste, et je n'ai pas de leçon à donner aux journalistes. Je n'ai aucune leçon à leur donner. Mais quand même, les faits sont sacrés. Mame Lesdia, du politicien, nous l'avait appris. Et d'autres grands journalistes. Mais aujourd'hui, on accuse gratuitement. Est-ce que ce journal, dont les 4/5 de la rédaction sont du PDS, est-ce que ce journal est venu vers moi? Moi, le dossier est là. Je peux vous le donner. Vous le photocopiez. Tout de suite, je vous le donne. Moi, j'ai confiance en Daouda Thiam. Vous l'amenez mon dossier. Mais moi, j'ai fait 37 ans dans la fonction publique. Jusqu'à présent, je ne suis pas à la retraite. Alors, je prends mon salaire. On me nomme PCA, on me nomme ministre. Mais est-ce que je n'ai pas le droit, avec mon salaire, et avant que vous ne partiez, je vous donne les dossiers? Parce que moi... Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Mais ce qu'il y a dans ce dossier, j'ai pris la maison à crédit à 65 millions et je paie à la banque tous les mois. Je prends mon salaire, j'ai hypothéqué mon salaire pour avoir un toit. Je n'en ai pas le droit. Je dis que ce que l'on dit sont des menteurs. Ce que l'on dit sont du côté de ces gens, de ces sinistres individus qui vivent de mensonges. Parce que quand même, je crois que la presse, le journaliste, c'est un métier très noble. Sans la presse, il n'y aurait pas de démocratie. Ça, nous sommes parfaitement d'accord. Mais la presse ne saurait se ranger derrière un camp. La presse ne doit pas être d'un camp. Youssou Touré est là, volubile. Tout le monde me rencontre. Quand je quitte ici, je vais à ma grande place de Val. Hier, j'étais en conseil des ministres. Mais je ne suis pas dans, je suis à l'école Pikine 3. Mais pourquoi ne pas venir m'interroger? J'ai dit qu'avant que vous ne partiez, je vais vous donner le document. Vous allez le lire. Vous verrez que... Mais, c'est-à-dire que mon salaire, je le prends, peut-être je le distribue, ou bien je vais dans les dancing, ou bien dans les soirées. J'ai préféré prendre mon salaire, prendre les 3/4 de mon salaire, verser par mois, et c'est à crédit. Dernière question, avez-vous fait votre déclaration? Ah si, je l'ai fait. D'ailleurs, je n'ai pas de patrimoine. Cette maison ne m'appartient pas encore. Je suis allé faire un prêt à la Banque de l'Habitat, comme tout Sénégalais. Donc, ce patrimoine, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai fait ma déclaration de patrimoine. Maintenant, il y a des pièces qui manquent. Il y a des pièces qui manquent, qui font défaut. Des pièces qui manquent. Je les compléterai. Mais patrimoine, parce que moi, je n'ai pas de véhicule. Je n'ai pas de véhicule, je n'ai rien du tout. Bon, cette maison, je viens de la prendre, mais à crédit encore une fois. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je vous remercie. Je vous remercie, chers internautes, d'avoir suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.